Les objectifs sont: savoir ce qu'est l'insuline, définir la résistance à l'insuline, différencier la résistance physiologique de la résistance pathologique, comprendre les deux principaux mécanismes derrière la résistance à l'insuline, identifier les symptômes et manifestations physiques de la résistance à l'insuline, connaître le diagnostic clinique. Dans le module 1, nous avons identifié que la principale cause derrière le syndrome métabolique était une résistance à l'insuline. Dans ce module, nous expliquerons plus en détail la résistance à l'insuline et comment l'identifier. Ce module est quelque peu technique, mais soyez sans crainte, nous tenterons de vulgariser au maximum l'information et identifierons les points clés. L'insuline est une hormone. En réalité, l'insuline est une protéine. Mais comme c'est une protéine qui agit comme hormone, nous l'appelons une hormone protéique. D'un point de vue biologique, c'est une grosse molécule constituée de chaînes d'acides aminés, qu'on appelle des peptides. C'est donc un assemblage de polypeptides. L'insuline est produite par le pancréas. Lorsque vous mangez des glucides, ces glucides sont convertis en glucose et ce glucose est mis en circulation par le système sanguin. Ce qui augmente la quantité de glucose dans le sang, la glycémie. De l'insuline, en rose à l'écran, est automatiquement mise en circulation afin d'abaisser la glycémie. Bien que la régulation de la glycémie soit un rôle très important pour l'insuline, il est loin d'être le seul. L'insuline agit en tant qu'hormone de croissance. L'insuline est l'un des principaux facteurs qui déterminent le mode anabolique du corps. L'insuline joue un rôle majeur dans la régulation de la fonction du foie. Elle est aussi au cœur de la fonction des muscles squelettiques, contrôlant l'accès du glucose. C'est l'insuline qui contrôle tous les tissus adipeux, spécialement le stockage. Sans insuline, il n'y a pas de stockage possible. C'est pourquoi, au début du 20e siècle, les enfants atteints de diabète de type 1 étaient diagnostiqués par leur extrême maigreur car leur pancréas était incapable de produire de l'insuline. Ce point est probablement un des points les plus importants à retenir. Sans insuline, il ne peut y avoir d'accumulation de gras. L'insuline agit aussi sur l'endothélium, sur le cerveau, les reins, sur la croissance et le maintien des os, sur la peau et les follicules pileux. C'est une hormone d'une très grande importance dans le corps humain, jouant de très nombreux rôles. Elle est essentielle. C'est aussi pour cela qu'une trop grande quantité d'insuline dans le sang pendant de très longues périodes est potentiellement si dommageable. Cependant, nous pouvons dire que son principal rôle est d'abaisser la quantité de glucose dans le sang lorsque celle-ci augmente. Elle le fait en permettant au glucose de pénétrer les cellules afin d'y être utilisé pour produire de l'énergie. L'insuline est aussi l'hormone qui permet le stockage du glucose excédentaire sous forme de glycogène musculaire. Lorsque les stocks de glycogène musculaire sont pleins, le glucose excédentaire est converti en gras. Un dernier point essentiel. L'insuline réagit au glucose dans le sang. L'insuline ne réagit pas aux calories. Le corps ne possède aucun moyen de mesurer les calories. L'insuline ne peut donc pas réagir aux calories. Ce qui fait que la notion de calorie est une unité de mesure inutile en nutrition. La quantité de chaleur qui se dégage lorsqu'on brûle un nutriment n'a pas d'importance, ce qui importe, c'est la nature de ce nutriment. C'est cela qui a une incidence sur les hormones du corps humain. En résumé, les points importants à retenir sont: l'insuline est une hormone.
C'est une hormone d'une très grande importance dans le corps humain. Sa principale fonction est de maintenir la glycémie à un niveau santé. C'est la nature du nutriment qui importe. La notion de calories est inutile. La résistance à l'insuline ou insulinorésistance décrit une situation où les cellules deviennent moins sensibles à cette hormone. Lorsque les cellules hépatiques, musculaires et adipeuses deviennent résistantes à l'insuline, il y a moins de glucose qui entre dans ces cellules et celui-ci reste dans le sang. En réponse à la résistance à l'insuline, les cellules pancréatiques sécrétant l'insuline ont tendance à en produire davantage, ce qui entraîne une hyperinsulinémie et peuvent finir par s'épuiser. La production d'insuline devient alors insuffisante et le taux de glucose dans le sang devient trop élevé, c'est l'hyperglycémie. Afin de mieux comprendre la résistance, essayons de visualiser comment l'insuline permet au glucose de pénétrer dans la cellule. Regardons cette image. Ne soyez pas effrayés par tous les symboles. Ils ne sont pas importants pour comprendre. Vous verrez le mécanisme en action dans très peu de temps. Commencez par localiser l'insuline dans le haut en vert. Ensuite, le glucose en rouge. La barrière représente la paroi de la cellule que le glucose ne peut pas traverser de lui-même. Ce qui ressemble à un réceptacle en verre est le récepteur d'insuline, la serrure. Et à droite, en rouge, c'est le passage, qu'on appelle un GLUT4. Les différents symboles reliés par des flèches ont les réactions chimiques engendrées par l'activation du récepteur d'insuline. L'activation du récepteur active le GLUT4 qui ira se positionner à la surface de la cellule pour permettre le passage du glucose. Maintenant, regardons comment cela se déroule au niveau cellulaire, par exemple dans une cellule musculaire d'un bras. Nous avons au premier plan, le récepteur d'insuline qui traverse la membrane cellulaire, et du glucose qui sont les bulles argentées. En rose, au haut de l'écran, des molécules d'insuline apparaissent. Une va entrer en contact avec le récepteur, ici lié. Ce qui va entraîner la réaction chimique dans la cellule qui va activer le GLUT4. C'est la grosse boule jaune. Elle remonte à la surface et permet au glucose de passer. Voilà comment cela fonctionne lorsque la cellule est sensible à l'insuline. Il existe de nombreux mécanismes différents de la résistance. Celui qui sera démontré n'est qu'un seul mécanisme parmi plusieurs. On constate une présence importante de glucose à l'extérieur de la cellule. De l'insuline apparaît. Une molécule d'insuline s'attache au récepteur. Le récepteur d'insuline s'active. Cependant, dans la cellule, il y a beaucoup de lipides que nous voyons en mauve foncé. Ces lipides créent une interférence dans la réaction chimique d'activation du GLUT4. Le transporteur n'est pas activé. Le glucose ne pénètre pas. C'est de cette façon que les cellules de gras deviennent résistantes à l'insuline. Une cellule possède en moyenne 20 000 récepteurs d'insuline à sa surface. Ces récepteurs ont une demi-vie de 12 heures. Lorsqu'ils sont en fin de vie, ils sont remplacés. Mais si la cellule est constamment stimulée par de l'insuline, le nombre de récepteurs diminuera. C'est un autre mécanisme de résistance à l'insuline qui s'appelle la réduction à la baisse. Nous venons de décrire les deux principaux mécanismes de la résistance à l'insuline. Dans les autres mécanismes, on retrouve les malformations, des récepteurs qui peuvent avoir des causes génétiques et d'autres mécanismes beaucoup plus complexes. En résumé, les points importants à retenir sont: la résistance à l'insuline est le fait que la cellule ne réagit plus à l'insuline. Il y a deux principaux mécanismes de la résistance et plusieurs secondaires. Il y a deux formes de résistance à l'insuline.
La résistance physiologique et la résistance pathologique. La résistance physiologique à l'insuline est une résistance à l'insuline prévue et voulue par le corps. C'est un mécanisme qui a un but bénéfique. La résistance pathologique à l'insuline, quant à elle, est une résistance non prévue et non voulue. C'est une résistance qui est un problème de santé. Cependant, elles ont toutes les deux un point commun: lorsque la résistance se manifeste, le taux d'insuline dans le sang est toujours élevé. C'est la principale caractéristique de la résistance à l'insuline. Certaines personnes ont affirmé dans le passé qu'une alimentation faible en glucides ou même que le jeûne pouvait provoquer une résistance à l'insuline. C'est tout simplement faux. Dans une alimentation faible en glucides et durant le jeûne, l'insuline diminue grandement, ce qui est l'inverse d'une résistance à l'insuline. Il n'existe que deux conditions de résistance à l'insuline physiologique: lors d'une grossesse et durant l'adolescence, à la puberté. Lors d'une grossesse normale, la résistance à l'insuline se développe et aide à fournir les substrats énergétiques au bébé. Cette résistance à l'insuline entraîne des niveaux plus élevés de glucose et d'acides gras libres, contraints par une sécrétion accrue d'insuline maternelle. Chez 2 à 4% des personnes, la réponse à l'insuline pancréatique est inadéquate et le diabète gestationnel s'ensuit. La puberté est une période de changement métabolique et hormonaux considérable. Notamment, la puberté est associée à une diminution marquée de la sensibilité à l'insuline, comparable à celle observée pendant la grossesse. Chez les jeunes, par ailleurs en bonne santé, il y a un creux dans la sensibilité à l'insuline à la mi-puberté, puis elle se rétablit à la fin de la puberté. Dans toute autre condition, lorsque l'insulinémie est jeûnée pas à son niveau minimum normal, ou qu'un niveau d'insuline sanguine élevé ne permet pas à la glycémie de descendre à un niveau normal, la résistance à l'insuline est considérée comme étant pathologique. Non traitée, elle provoquera un syndrome métabolique et potentiellement une ou des conditions associées. En résumé, les points importants à retenir sont: il existe deux formes de résistance à l'insuline, la physiologique et la pathologique. Dans les deux formes, nous retrouvons des niveaux d'insuline élevés dans le sang. Les deux seuls moments où une résistance est normale sont lors de la grossesse et durant la puberté. Regardons comment s'installe la résistance à l'insuline pathologique. Pour commencer, vous devez comprendre que l'objectif de ce système est de maintenir l'homéostasie de la glycémie, c'est-à-dire réguler la glycémie à une valeur fixe. Pour les besoins de la démonstration, nous l'avons fixée à 4,0 mmol par litre. Que se passe-t-il si je mange des glucides? Ma glycémie monte. Cette hausse de la glycémie force mon pancréas à produire de l'insuline. L'insuline commande au foie de stocker le glucose sous la forme de glycogène et de convertir le restant sous forme de gras, ce qui fait baisser la glycémie et permet le retour à l'homéostasie. Et maintenant, si je jeûne, mon corps va utiliser le glucose disponible, ce qui abaissera ma glycémie. La baisse de ma glycémie fera que mon pancréas va produire du glucagon, l'hormone contraire de l'insuline. Le glucagon va dire au foie de produire du glucose à partir du glycogène et des lipides seront dégradés, ce qui permettra à la glycémie de remonter. De cette façon, le corps revient à l'homéostasie. Maintenant, si vous mangez 5, 6 ou 7 fois dans une journée et qu'à chaque fois, vous mangez beaucoup de glucides, qu'est-ce qui arrivera? Votre pancréas devra sécréter des quantités industrielles d'insuline, et ceci durant de très longues périodes. Ce qui signifie qu'à la longue, votre niveau d'insuline sanguine ne reviendra plus à son plus bas niveau. Le cycle du glucagon ne se produira plus.
Le problème, c'est que votre glycémie sera belle. Et ceci, pendant des années. C'est l'arbre qui cache la forêt. Vous avez une belle glycémie à 4,0 mmol par litre, mais votre pancréas doit maintenir un niveau d'insuline à 120 picomol par litre et plus pour maintenir votre glycémie à ce niveau. Vous êtes résistant à l'insuline et vous l'ignorez. Dans 20 ans, vous serez diabétique. On aurait pu le prévenir il y a 20 ans, mais personne ne mesure l'insuline à jeun. En résumé, les points à retenir sont: normalement, l'homéostasie alterne entre la production d'insuline et de glucagon. Lorsque la résistance à l'insuline s'installe, l'alternance est perdue. Le processus de la résistance à l'insuline peut s'étaler sur des décennies. Pendant tout ce temps, la glycémie sera relativement normale. Il y a de nombreux symptômes reliés à la résistance à l'insuline. Ceux-ci peuvent se manifester plus ou moins intensément chez différentes personnes. Cependant, le cycle à l'écran est assez répandu. Je mange beaucoup de glucides. Donc, je fabrique de l'insuline. Mais mes cellules résistent à l'insuline. Le sucre est stocké sous forme de graisse. La glycémie chute, je me sens fatigué et affamé. Je mange à nouveau. Le cycle recommence. Tout ceci peut se manifester par les symptômes suivants: fatigue après les repas, pensée moins claire, diminution de la mémoire, mauvaise vision, augmentation de l'anxiété, changement d'humeur, prise de gras abdominale. Bien que l'obésité soit probablement le symptôme le plus apparent de la résistance à l'insuline, ne croyez pas que le fait d'être mince et actif soit un gage de bonne santé métabolique. De nombreux athlètes ont développé des résistances à l'insuline et plusieurs personnes minces sont des TOFI. TOFI, qui signifie mince à l'extérieur, gras à l'intérieur, est une condition dans laquelle l'accumulation du gras se fait à l'intérieur de la cavité abdominale. Non pas dans l'épiderme. Dans l'image, les deux hommes ont le même pourcentage de gras corporel. Mais un seul est obèse. On dit que l'obésité est multifactorielle. Et cela est vrai. L'environnement, l'hérédité, les facteurs psychologiques, la génétique sont tous des facteurs qui déterminent le risque d'obésité. Mais l'alimentation reste le principal facteur. C'est l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle vraiment. Une production excessive d'insuline entraîne une hyperinsulinémie chronique. L'hyperinsulinémie, qui signifie une grande quantité d'hormones de stockage, cause un gain pondéral. Le surplus de poids et l'hyperinsulinémie occasionnent la résistance à l'insuline. C'est un cercle vicieux. Gain de poids, résistance à l'insuline, hyperinsulinémie et éventuellement diabète. L'obésité n'est pas le résultat d'une trop grande quantité de gras alimentaire, de calories ou de la paresse. C'est le résultat d'un excès d'apport glucidique qui cause une résistance à l'insuline. Non seulement est-ce que l'insuline force le stockage de l'excédent de glucose sous forme de gras, mais elle empêche l'utilisation de ces gras stockés. De plus, elle interfère avec la leptine, qui est une hormone de la satiété. Regardez ce graphique. En rouge, la courbe qui représente la quantité d'insuline dans le sang d'une personne obèse pendant 24 heures. En bleu, la même chose, mais chez une personne avec un poids et un métabolisme en santé. Regardez, non seulement à quel point les pics en rouge montent très haut, mais la courbe rouge descend à peine au niveau des pics de la courbe bleue. Ce qui signifie que la personne obèse a plus d'insuline à son plus bas que l'autre personne à son plus haut. Le diabète de type 2 survient quand le cercle vicieux s'épuise, que le pancréas n'arrive plus à augmenter la production d'insuline. Il n'est pas défectueux, il a simplement atteint sa limite. Cette limite diffère d'une personne à l'autre. Le diabète de type 2 est le summum de la résistance à l'insuline.
La stéatose hépatique non alcoolique est une autre manifestation de la résistance à l'insuline. Bien qu'elle soit asymptomatique au début, ses conséquences peuvent être très graves. La résistance à l'insuline est aussi à la base du syndrome des ovaires polykystiques chez les femmes. En effet, l'insuline empêche la production d'œstrogènes et augmente la production de testostérone. Ce mécanisme est à la base du syndrome. Tandis que chez les hommes, la résistance a l'effet inverse. Elle abaisse la testostérone et augmente l'œstrogène. Vous avez des acrocordons? C'est une autre manifestation de la résistance à l'insuline. Vous aimeriez vous en débarrasser? Ils disparaissent généralement avec le renversement de la résistance à l'insuline. De nombreuses autres conditions sont associées à la résistance à l'insuline. Cancer, Alzheimer, AVC et anévrisme, artériosclérose, maladie rénale, haute pression, les maladies coronariennes et le cancer. En résumé, les points à retenir sont: la résistance à l'insuline est un cercle vicieux. L'obésité est à la fois une conséquence et une cause de la résistance à l'insuline. L'obésité, la stéatose hépatique non alcoolique, le syndrome des ovaires polykystiques, et même les acrocordons sont des manifestations physiques de la résistance à l'insuline. Comment est diagnostiquée la résistance à l'insuline? C'est le docteur Joseph Kraft qui a découvert qu'il pouvait prédire le diabète de type 2 chez une personne en regardant comment l'insulinémie d'une personne réagissait à l'ingestion de glucose. Le test consiste à boire une boisson contenant 75 g de glucose. Ensuite, une prise de sang est effectuée à intervalles réguliers afin de mesurer la glycémie et l'insulinémie pendant de 2 à 5 heures, jusqu'à ce que la glycémie revienne à son niveau normal. Voici ce qui devrait résulter d'un test de Kraft pour une personne sans résistance. En rouge, le niveau de glucose dans le sang, en bleu le niveau d'insuline dans le sang, mesuré en picomol par litre. On constate une hausse importante de la glycémie au début du test, au fur et à mesure que le glucose est absorbé par le métabolisme. En même temps, le niveau d'insuline monte afin de ralentir la hausse de la glycémie et ensuite la baisser. Maintenant, le résultat d'une personne avec hyperinsulinémie. On constate non seulement la hauteur du pic d'insuline, mais aussi sa durée dans le temps. Ce graphique est une comparaison de 4 personnes. En bleu, une personne normale. Sur ce graphique, seule la personne en rouge a reçu un diagnostic de diabète de type 2. Cependant, en réalité, les 2 personnes des courbes jaunes sont diabétiques de type 2, même si leurs glycémies sont encore dans la norme. Mais vous n'êtes pas obligé de passer un test de tolérance au glucose. Vous pouvez demander une prise de sang dans laquelle l'insuline à jeun et la glycémie à jeun seront mesurées. Ensuite, allez sur Internet. Dans la barre de recherche, vous inscrivez OMA, IR. Ensuite, vous appuyez sur Entrée. Vous sélectionnez le site Identifier the Blood Code. Cliquez sur le lien. Sur la page, vous allez au bas complètement et vous cliquez sur la calculatrice. Ensuite, dans la case insuline, vous indiquez votre valeur en picomol par litre. Vous faites de même pour la glycémie en millimol par litre. L'application va automatiquement transférer les valeurs en haut et calculer votre indice OMA-IR. Si votre résultat se situe entre 0,5 et 1,5, cela signifie que vous êtes sensible à l'insuline, ce qui est optimal. Un résultat entre 1 et 1,9 est considéré dans les limites normales.
Tout résultat au-dessus de 1,9 indique un début de résistance à l'insuline et tout résultat au-dessus de 2,9 indique une résistance bien installée. Les points à retenir sont: le diagnostic de la résistance à l'insuline passe par une prise de sang. C'est maintenant la fin du module 2 sur la résistance à l'insuline. Maintenant que vous avez compris la problématique de la résistance à l'insuline, nous verrons dans le module 3 la première intervention à faire pour commencer le renversement de cette condition. Afin de réduire l'insuline dans le sang, il faut commencer par réduire le nombre d'occasions de sécréter de l'insuline. Et ceci commence par le jeûne intermittent.